donc je le disais, vous êtes président d'Arte France, donc c'est pour ça que vous êtes là aussi ce matin et vous avez une grande expérience des médias dans tous les genres qu'ils soient, c'est-à-dire presse écrite, audiovisuel, voilà, et Internet, surtout numérique. On en parlera évidemment ce matin. Vous êtes là aussi parce que vous avez écrit ce petit livre que je vous conseille, qui est paru dans la collection Alt aux éditions La Martinière et qui est intitulé « S'informer, à quoi bon ?» Alors, c'est une question intéressante que beaucoup se posent aujourd'hui dans notre société, et donc je pense qu'on aura l'occasion de trouver des réponses à cette question passionnante ce matin. Je vous ai dit, vous pouvez vraiment intervenir quand vous le souhaitez, nous interrompre, on vous posera aussi, donc, comme je le disais, des questions. Peut-être qu'on va essayer de se définir un petit peu des thèmes pour pas partir peut-être tous dans tous les sens et puis pour vous aider aussi à suivre cette conversation. Moi, j'avais envie de commencer par le début, Bruno, qui est l'information. Le mot même information. Qu'est-ce que c'est une information? Peut-être que c'est intéressant de prendre quelques premières réponses dans la salle avant que vous nous donniez, vous, votre réponse. Qui pourrait répondre à ça? Pour vous, qu'est-ce que c'est une information? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à nous donner? Dites-moi, alors, c'est quoi une information? Pour moi, une information, c'est quand quelqu'un il vient vous voir et par exemple, il vous dit « Ouais, demain, il y a une fête, est-ce que tu veux venir ?» Genre, il te dit qu'il y a quelque chose pour que tu viennes ou pour que tu le fasses. Mais il te dit quelque chose qui va vraiment avoir lieu, on est d'accord? Ok. Qui d'autre comme définition de l'information? Là-bas au bout. Il y a un petit livre à gagner au bout, c'est ça, on va dire ça? Non, mais... Une information, c'est quelque chose qui se passe, qui s'est passé ou qui va se passer. Voilà. Et donc c'est un événement? Et dont on nous fait part. Que ce soit un événement, un moment ou un intérêt particulier, une opinion. Ok. Ok, je vais vous poser deux questions. Vous lèverez la main ou pas. Imaginons que quelqu'un arrive et dit j'ai vu un accident de voiture là-haut sur le boulevard Sébastopol. Il y a une voiture rouge qui a foncé dans un scooter. C'est une information ou c'est pas une information? Qui pense que c'est une information? Majoritairement. Qui pense que ce n'est pas une information? Pourquoi vous pensez que c'est pas une information, monsieur? Il arrive. Je veux bien vous lancer le mien, mais après, il faudra que je le récupère. Ouais. Non, c'était pour voir ça. Non, mais pourquoi c'est pas une information alors? Dites-moi. Parce que c'est un truc qui a déjà eu lieu. Ça va pas avoir lieu. C'est-à-dire que ça va pas se passer. C'est comme le truc là, demain il y a la fête. La fête c'est demain. L'accident il a déjà eu lieu. En plus l'accident en vrai c'est pas. On n'est pas concerné. Alors attendez, vous m'avez dit deux trucs. Le premier truc c'est ça a eu lieu. Donc c'est déjà passé, donc c'est pas une information. Et la deuxième chose c'est ça me concerne pas. Pardon. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a déjà de quoi faire, là. Il y a déjà de quoi faire, mademoiselle. Pardon, madame. C'est vrai qu'on ne dit plus mademoiselle maintenant. Excusez-moi, c'est juste que je suis vieux. Donc, madame, là-bas. Oui, en fait, on discutait avec mon ami, on se demandait si la véracité de l'information compte ou pas. Et qui pense que la véracité compte? La véracité, c'est vrai ou c'est faux? Oui, on a d'ailleurs une réponse à distance du lycée de Maupassant de Fécamp qui dit effectivement une information est vérifiée. Alors voilà, une information. Alors la première chose, si quelqu'un vous dit en théorie, j'ai vu un accident de voiture arriver, une voiture rouge qui a foncé sur un scooter, c'est un témoignage. Pardon? Attendez, j'arrive. C'est un témoignage. Monsieur, on va préciser après pour avancer un peu. Pour moi, une information, c'est plus une donnée qu'on reçoit. Elle peut être vraie ou fausse, mais dans tous les cas, c'est une information. Qui pense qu'une information peut être fausse? Je vais rephraser la question. Qui pense que
quelque chose qui est faux est une information? Ah oui. Quand même. Alors, Quand juste une chose, en théorie, en pratique, et on va savoir pourquoi, une information, c'est pas tout à fait un témoignage, c'est pas tout à fait une opinion. Une information, d'abord, ça parle du réel, donc de quelque chose qui s'est passé, de quelque chose qui est réel de façon factuelle, c'est-à-dire un fait réel. Et pour qu'un message, un témoignage, quelque chose qui raconte quelque chose qui s'est passé soit une information, en général, on dit qu'il faut qu'il y ait 3 éléments. Le premier élément, après je reprends votre question, le premier élément qui est important, c'est qu'il faut que ça soit vérifié. C'est-à-dire que quelqu'un, une personne, ait travailler de façon à vérifier que ça s'est vraiment passé. Ah bon, il y a eu un accident, je vais vérifier, je demande aux passants qui étaient là, peut-être que je regarde s'il y a des policiers pour qu'ils disent, voilà, quel est le constat. Donc il y a eu une vérification qui a été faite. Donc le premier élément, c'est la lettre V, pour qu'une information, et on va voir pourquoi c'est important, pour que quelque chose soit une information, il faut que ça soit un récit sur le réel qui soit vérifié. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la personne qui l'ait vérifiée soit, entre guillemets, indépendante ou désintéressée. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas un intérêt à cette vérification. Imaginez, je suis l'ami du conducteur de la voiture. Si c'est moi qui, entre guillemets, vérifie l'information, vous pourrez dire quand même, tu es l'ami du conducteur de la voiture, donc tu vas avoir intérêt à donner raison à ton ami contre le scooter qui était là. Donc tu n'es pas totalement désintéressé dans cette information. Et la troisième chose, on va pas en faire ici énormément de choses, mais la troisième chose, c'est qu'en plus de ça, quand vous la publiez, cette information, que vous la dites, il faut que vous engagiez votre responsabilité. C'est-à-dire que dans la loi, si je dis quelque chose qui est faux ou qui attaque quelqu'un, normalement, je peux être poursuivi juridiquement pour diffamation, par exemple. Et donc, en général, on dit que pour qu'une information soit une information, il faut qu'elle soit vérifiée de façon indépendante et qu'elle engage la responsabilité. Et pourquoi ces 3 éléments? Et j'en termine par là. Parce que ce qui est important dans l'information, c'est qu'il faut que vous puissiez avoir confiance dans l'information. C'est-à-dire que vous disiez ça a vraiment eu lieu. Dans tout ce qu'on me dit là aujourd'hui, il faut que je sois sûr que ce qu'on me dit, voilà ce qui s'est passé, ça a vraiment eu lieu. Parce que cette confiance, elle est absolument nécessaire, on va voir pourquoi après. Or, vous le savez, et on en parlera tout à l'heure, on est tous submergés par beaucoup de vidéos, d'images, etc. Et l'autre jour, je regardais sur un réseau social une vidéo où on voyait Kylian Mbappé, après le match contre la Croatie, qui parlait, on avait l'impression que c'était lui, et il disait, oui, enfin, d'autres problèmes, c'est qu'on a toujours Didier Deschamps comme coach, le problème, c'est que le pénalty a été mal tiré, avec sa voix. Et en réalité, ce n'était évidemment pas lui, c'était une intelligence artificielle qui avait recréé un discours que n'a pas tenu Mbappé. Et donc, vous voyez, il est très important qu'on puisse savoir ce qui a vraiment été dit, ce qui s'est vraiment passé, de ce qui est inventé. Et donc, la confiance est un élément central de l'information. Et si l'information est importante pour nous, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir confiance dans ce qui nous est dit. On a justement un lycée qui nous suit de loin, puisque ça vient de Cape Town, qui dit « Une information est véridique, vérifiée », et ça rajoute quelque chose un petit peu, et répond aux 5 questions, quoi, qui, où, quand, pourquoi. Oui, on appelle en anglais les 5 W. Les 5 W, c'est la façon dont on fait une information, mais il y avait une question là-bas, ou un point levé, je ne sais pas, mais peut-être une question. Attendez, le micro ne marche pas, pardon monsieur. Allô? Ah, c'est bon. Ça marche. Il y a aussi le fait qu'une information, même si elle est fausse et que c'est prouvé que c'est faux, elle est vraie, elle est déclarée comme vraie comme information si la majorité de la société est d'accord avec. Vous croyez?
la plupart de la société dit que cette information est vraie même si elle est fausse, et que même les personnes les plus diplômées et les plus calées sur le sujet le disent, et ben, elle peut se transformer en information vraie. Attendez, essayons de tirer le fil de ce que vous dites, parce que je pense que c'est un point sur lequel je pense que vous devez être nombreux à vous interroger. On va partir d'un fait simple. Imaginons que 80% de la population pense que la Terre est plate. Est-ce que la Terre est plate? La Terre n'est pas plate. Or, sans doute, avant Galilée, je pense que 80% de la population pensait que la Terre était plate. Donc je pourrais vous dire, la réalité factuelle, elle existe. Imaginez, je reprends l'idée de l'accident tout à l'heure. Si à un moment donné, 80% de la population pense que l'accident n'a pas eu lieu, est-ce que ça veut dire que l'accident n'a pas eu lieu? Il a quand même eu lieu. Mais ce que vous dites quand même montre justement, si on tire le fil, que si à un moment donné, on ne partage pas tous la même réalité factuelle, la réalité des faits, alors ça devient très difficile de vivre ensemble. Parce que imaginez que vous me disiez l'accident n'a pas eu lieu. Moi je vous dis l'accident a eu lieu. Et on connaît des victimes, l'accident a eu lieu. Vous dites non, ça ne peut pas être des victimes parce que l'accident n'a pas eu lieu. Vous voyez comment petit à petit, notre dialogue, notre espace public commence à changer. Et là où je pense on peut reprendre un des points que vous mentionnez, c'est que si à un moment donné, même pas forcément la majorité, une très grande minorité où la majorité des gens commencent à croire des choses qui ne se sont pas arrivées, ça commence à devenir très très difficile de coexister ensemble. Si vous dites le 11 septembre n'a pas eu lieu, et les d'autres qui disent bah si, vous voyez bien, les tours elles se sont effondrées, il y a bien eu 3000 morts, etc. Non, ça n'a pas eu lieu. C'est pas du tout la même chose que de commencer à échanger entre nous sur pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, etc. C'est-à-dire que ce qu'on va vous apprendre tous en philo, quand vous allez faire de la philo ou ailleurs, c'est que pour coexister ensemble, il faut qu'on partage la même réalité factuelle et qu'on ait des opinions différentes, mais sur la même réalité. C'est très bien d'avoir des opinions différentes. C'est ce qui permet la démocratie. C'est ce qui permet le débat. Et souvent, il y a une confusion. Les gens disent l'information, ça permet à tout le monde, enfin, ça permet ou ça oblige tout le monde à penser pareil. C'est pas du tout ça. L'information, c'est ce qui vous permet de percevoir la réalité. Parce qu'à un moment donné, comme c'est vérifié, comme c'est indépendant, on vous dit voilà ce qui s'est passé. Et après, on peut avoir des avis, des opinions, des idées totalement différentes sur pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, ou plus exactement pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça permet le débat démocratique. Mais pour ça, il faut qu'on partage la même réalité. Et du coup, ça vous donne une idée d'à quoi sert l'information, puisque sa c'était fonction, voilà. La fonction dont on devait discuter après. L'information, ça sert en fait à 3 choses. Et souvent, on en oublie au moins 2 des 3. La première chose, à quoi sert l'information, c'est pour nous, individus, savoir se repérer dans ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai dans notre rapport au monde. Est-ce que la France a gagné contre la Croatie? Est-ce que la France a perdu contre la Croatie? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'intéresse. Je pourrais aussi, comme je fais ma pub de temps en temps pour Arte, à un moment donné, on avait une série qui s'appelait En thérapie, où on voyait quelqu'un de plus jeune que vous qui demandait à son docteur « Je ne sais pas quoi croire avec le Covid. Est-ce que ça se transmet comme ci? Est-ce que ça se transmet comme ça? Est-ce que je peux l'attraper juste en regardant les gens? Est-ce qu'il faut un contact, etc. » Je ne sais pas quoi ou qui croire pour mon rapport au monde, ma sécurité ou autre. Ou je ne sais pas si il se passe ci ou se passe ça. Donc l'information, ça a d'abord une utilité pour nous, individus, pour savoir comment organiser notre rapport au monde, ce qui s'est passé vraiment, ce qui ne s'est pas passé. La deuxième chose à laquelle sert l'information, et dans les films en général on le voit, c'est que l'information permet en théorie de contrôler
La liberté de l'information permet de faire en sorte de contrôler que ceux qui ont du pouvoir ne l'exercent pas de façon excessive. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction de contrôle des pouvoirs. Est-ce que la loi a été respectée? Est-ce que le président fait ci? Est-ce que les députés font ça? Est-ce que cette grande entreprise se comporte comme ça, etc. Et je pense que ça vous intéresse tous de savoir comment se comportent les grandes entreprises, comment se comportent les politiques, comment se comportent, etc., par rapport à l'exercice de leur pouvoir. Donc ça permet d'une certaine façon, ce qu'on dit souvent, c'est que la liberté d'informer permet à toutes les autres libertés d'exister. Parce qu'à un moment donné, si quelqu'un ne respecte plus une liberté, vous allez informer les gens sur ce fait que cette liberté n'est plus respectée, et donc ça va corriger les choses. En tout cas, c'est la théorie. Et la troisième chose dont on essaye de expliquer, c'est que c'est ce qu'on appelle une utilité collective, c'est qu'à partir du moment où on partage tous la même réalité factuelle, voilà, il s'est passé ça, il y a une canicule ici, il y a une crise sanitaire ici, il y a un problème de virus là, il y a un problème économique ici, il y a un problème de chômage là, il y a un problème d'inégalité ici, il y a un problème à un moment donné de discrimination ici. À partir du moment où on partage tous la même réalité, on dit oui, ce fait-là existe, alors on peut discuter entre nous et débattre entre nous des solutions à apporter ou de ce qu'il faut en penser. Et c'est ce qui permet de vivre ensemble. Je prends votre point sur le fait de dire, à partir du moment où on pense que la réalité n'a plus aucune importance, que la vérité des faits n'a plus aucune importance, que de savoir si oui ou non il se passe ça dans ce pays, si oui ou non il se passe ça dans cette entreprise, n'a plus aucune importance, alors là, ça devient très très difficile de entre guillemets, vivent ensemble. Parce qu'on n'a plus des opinions différentes. Ça, c'est très bien, les opinions différentes. Et heureusement qu'on vit dans un pays qui trouve que c'est très bien d'avoir des opinions très différentes. Mais on vit dans des réalités différentes. Et dans des réalités différentes, ça, c'est très, très, très compliqué. Parce qu'on ne voit pas comment on peut s'entendre si on ne partage pas la même réalité. Bruno, on a une question en distanciel qui est du collège Isaac de Razilly qui pose la question: est-ce qu'une théorie est une information? Ça rejoint un petit peu ce qu'on était en train de se dire. Est-ce qu'une théorie est une information? Attendez, il faut avoir le micro, parce que sinon on ne va pas vous entendre. Pour moi, une information... bah oui, parce que si... Je sais pas en fait comment je pourrais expliquer. Mais une information, c'est... en fait, j'ai pas les mots pour dire, mais je sais que oui. Ok. Madame derrière, juste derrière, Laurent derrière d'abord. Au bout, voilà. Et ensuite, madame. Non, parce que c'est une supposition. La théorie, tu veux dire, c'est une supposition? Alors, une hypothèse ou une supposition n'est effectivement pas une information, puisque ça n'a pas été vérifié encore dans les faits. Une théorie, si vous êtes sur une théorie scientifique ou une théorie... encore une fois, pour qu'une information soit une information, il faut... Posez-vous juste la question, est-ce que ça se passe ou est-ce que ça s'est vraiment passé? Et est-ce que quelqu'un l'a vérifié? Est-ce que quelqu'un l'a vérifié de façon indépendante et est prêt à engager sa responsabilité sur ça? C'est juste ça, une information, mais c'est très très important. Qui pense, j'ai juste une question parce que ça m'intéresse, qui pense que de toute façon, quand un truc s'est passé, on finit toujours par le savoir, il n'y a pas d'effort à faire? Hein? Qui pense qu'il y a un effort à faire pour savoir? Tous. Et l'effort, c'est quoi? Est-ce qu'il faut... Parmi ceux qui pensent qu'il faut un effort, quel est l'effort à faire? Monsieur, par exemple. Faut trouver les bonnes sources pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est vraiment passé et pas qu'est-ce qu'on a dit qui s'est passé. C'est une très bonne réponse. Qui sait ce que c'est qu'une source? Alors, il y a peu de monde qui savent que c'est une source. Madame, vous pouvez le définir?
c'est en fait ce qui permet d'obtenir l'information en premier lieu, qui donc donne l'information au public. Alors la source, effectivement, c'est on va dire la marque ou le contact, ou peu importe comment on l'appelle. Le point d'origine, quoi. Le point d'origine. Et la question qui va se poser, c'est qu'effectivement, pour être sûr qu'une information est une information, vous n'êtes pas capable de savoir, enfin moi non plus, hein, si elle a été vérifiée, si elle a été vérifiée de façon indépendante, si les gens engagent leurs responsabilités. Donc vous allez faire confiance à quelqu'un ou quelque chose pour dire, cette source-là, je lui fais confiance, je sais que quand elle traite de l'information, c'est vérifié, elle peut me garantir que ça s'est vraiment passé parce que c'est son métier. Elle peut le faire sans avoir un intérêt immédiat à le faire et elle engage sa responsabilité. Et donc les sources, par exemple, ça peut être évidemment, moi je vais vous dire, ça peut être des médias reconnus d'information. Alors ça peut être un journal ou le site internet d'un journal, ça peut être une radio, une télévision, évidemment comme Arte, ça peut être qui s'informe ici grâce à Gaspard G ou Hugo Décrypte. Ben voilà, ça peut être Hugo Décrypte. Alors, qui fait Hugo Décrypte? Ok, Gaspard G. Gaspard G, minoritaire encore. Hugo Décrypte, largement majoritaire. Qui s'informe aussi grâce à des journaux ou des sites internet de journaux. Ouais, petite minorité. De télé ou de radio. Ok, quand même, ça reste. Bon, donc... La source, c'est très important. Mais maintenant, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que qui ici s'informe? Alors, je ne sais pas, parce que ça va marquer mon âge, mais grâce à TikTok, ok, grosse minorité. L'univers Facebook, c'est-à-dire Instagram, WhatsApp, Facebook. Ok. D'autres réseaux sociaux, Snap. Ok. Bon. Twitch. Bon. Quand on s'informe sur les réseaux, juste un petit point, quand on s'informe sur les réseaux, tout est mélangé. Moi, je suis évidemment largement plus âgé que vous. Donc, je peux m'informer à un moment donné sur mon fil Facebook, sur Instagram, sur Twitter qui s'appelle maintenant X. Et ces réseaux-là mélangent tout. Donc, comme l'a dit votre camarade ici, ce qui est essentiel quand on est sur les réseaux, c'est qu'il faut regarder quelle est la source du message. C'est-à-dire quel est le compte qui, à un moment ou un autre, me propose un message. Et quand c'est un ami à moi qui me relaie ce message ou qui me partage ce message, il faut que j'essaye de savoir quelle est l'origine du message pour en déterminer la source. Encore une fois, pour répondre à cette question extrêmement simple, est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que hier, vraiment, il s'est passé ça? Est-ce que, vous voyez, c'est ça qui est très important. Et je pense que si on ne fait pas la démarche d'essayer de remonter à la source. En clair, est-ce que cette source est digne de confiance? Est-ce que cette personne-là ou est-ce que cette marque-là, je lui fais suffisamment confiance pour lui dire ce que tu me racontes, je sais que c'est vrai? Alors qu'on peut tout, comme l'a dit le directeur du Forum des images, on peut tout truquer aujourd'hui, les images, les sons. Donc l'important, c'est la source. Madame, vous voulez poser une question depuis tout à l'heure. Oui, j'avais une question parce que vous parlez beaucoup de confiance, mais donc comment on fait, comment régler ce problème de confiance même dans les sources les plus fiables, voilà. Surtout avec les réseaux sociaux quand il y a beaucoup de personnes qui sont pas vraiment qualifiées, qui parlent en disant non, ça c'est faux, faut pas avoir confiance, faut faire attention. Et surtout, oui, avec les grands médias qui maintenant sont financés par des gens du CAC 40. Comment régler ce problème-là? Qui ne fait confiance à aucun média ici? 1, 2,
Aucun. Monsieur, au bout, aucun. Pardon, il faut le micro, je ne vous entends pas sinon. À partir du moment où ça arrive dans mon village, c'est que l'information elle est assez Pardon, j'ai grande. pas compris, c'est un. C'est vrai. Mais je m'informe pas par les médias parce que la plupart des médias, soit ils sont contrôlés pour manipuler l'information, pas tous. Soit parfois On les s'écoute, s'il informations vous plaît. sont, Oui. sont pas assez poussées. Et donc je vous renvoie la question, si vous vous informez pas par les médias, vous vous informez auprès de qui? De mon entourage. Ok. Donc Et des dires de tout ce qui se dit autour de moi. c'est une question très importante, la question de la confiance. Donc ce que je comprends, c'est qu'en gros, vous faites plus confiance à quelqu'un que vous connaissez pour vous dire ce qui s'est passé dans le bureau de la Maison-Blanche entre Trump, Poutine et Zelensky que dans un média quel qu'il soit. OK. Ici, il y avait une... monsieur, vous vouliez intervenir? Le micro arrive, hein, pardon. Ben, il y avait une intervention voulue là aussi. Allez-y. Non, mais il faut parler. Pour moi, il faut croire aucun média. Arrêtez de rigoler. Pour moi, il faut croire aucun média. C'est de la manipulation. Ils sont tous contrôlés. Surtout, il y en a que la majorité, il faut confiance comme BFM, etc. Alors que c'est totalement faux. Ils disent n'importe quoi. Ils inventent des choses. Ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Et il y a des choses qu'ils ne montrent pas. Et je peux vous poser, j'entends la remarque. Qu'est-ce qui fait que vous croyez ça? Je vous pose la question. À qui vous avez fait confiance pour croire ça? C'est-à-dire, vous me dites, tous les médias sont contrôlés, ils sont manipulés du début jusqu'à la fin. OK, mettons cette hypothèse-là. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Quel est le fait qui vous permet de défendre cette idée? Non, moi, j'ai fait confiance à personne pour croire ça. C'est moi-même. OK, donc vous avez confiance en personne. Qui n'a confiance en personne? Bon. Non, c'est une vraie question parce qu'il faut voir trois choses, je crois. La première, pour reprendre ce qu'a dit votre camarade, c'est que la confiance aujourd'hui, c'est la question centrale. Et vous apprendrez à un moment donné en philosophie ou ailleurs, mais la confiance les uns envers les autres, la confiance envers l'école, le lycée, les médias, la mairie, la bibliothèque, le chauffeur de bus, etc. C'est encore une fois ce qui nous permet de vivre en démocratie, c'est-à-dire sans que la force soit le principe d'organisation d'une société. La force pouvant être une force dictatoriale à un moment donné, ou juste la jungle, c'est la loi du plus fort. On fait confiance en personne et on se bat tous entre, et puis les plus musclés ou les plus forts. Il y a monsieur qui aura une question après, en blanc. Ah oui, d'abord, d'accord. Mais je vais au bout. Donc la confiance, déjà, il faut voir une chose, c'est qu'elle est absolument nécessaire, non pas pour croire les médias ou croire les journalistes, mais elle est nécessaire pour qu'on vive tous ensemble. Sinon, c'est la guerre de tous contre tous. On ne fait plus confiance en personne. Donc, on va voir son banquier, on lui dit « Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent ?» Le banquier vous dit « J'ai absolument pas confiance en vous, vous ne me rembourserez jamais. » C'est mort. Donc ensuite, vous dites à quelqu'un d'autre « Bon, j'apporte le repas ce soir. » C'est mort, je ne te fais pas confiance, c'est même pas la peine. Vous rentrez dans un lycée, le lycée vous dit « On va aller jusqu'au bac. » C'est mort, je ne te fais pas confiance, tu es un prof, machin, ça sert à rien, tu m'apprends des conneries, etc., etc. Et donc, il faut bien voir que le principe de confiance est un principe central pour qu'on vive tous. Ça ne veut pas dire on n'est pas chez les bisounours, hein, mais ça veut dire qu'on coexiste tous, qu'on cohabite tous de façon apaisée. D'accord? Donc ça, c'est la confiance. La deuxième chose, c'est que la base de la confiance, je le redis encore une fois, c'est qu'on pense qu'à un moment donné, on vit tous dans la même réalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui ne se passent pas. Après, là où vos camarades ont un point, même si moi, évidemment, je les trouve très excessifs, c'est qu'ils disent, alors, votre camarade l'a dit, les médias, ou vous, monsieur, là-bas aussi, on ne peut jamais leur faire confiance.
moi, évidemment, je dirige un média, donc je ne vais pas vous dire, vous avez tout à fait raison. Comment ce que je crois en revanche, expliquer peut-être. C'est qu'aujourd'hui, pardon. Peut-être c'est bien de leur expliquer comment chez Arte justement on fait. On va dire. Ouais. Mais ce que je pense qu'en revanche, c'est qu'effectivement, autrefois, on nous faisait, j'allais dire, confiance comme ça. Ben, tu es un média, donc je te fais confiance. C'est ton métier, tu es journaliste, je te fais confiance. J'allais dire avant, par principe. Aujourd'hui, le principe, souvent, dans votre âge, c'est la défiance d'abord. Donc c'est de dire, prouve-moi que je peux te faire confiance. Prouve-moi que tu n'es pas manipulé. Prouve-moi que tu ne publies pas des informations pour ton intérêt personnel. Prouve-moi que tu n'as pas un intérêt financier. Prouve-moi que c'est pas, je ne sais pas quoi, la présidence de la République, l'entreprise ou machin qui t'a dicté ton journal. Et c'est une vraie question. Et ça serait vraiment être complètement aveugle et sourd pour les journalistes ou pour les médias, de ne pas penser que c'est la question centrale, pas seulement vis-à-vis de votre génération, mais vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment. Pour plein de raisons. D'abord parce que les médias ne sont pas toujours irréprochables. Il y a des fois, ils font des erreurs. Des fois, d'autres qui sont effectivement pas forcément, qui sont fortement biaisés. Il y a parfois aussi, quand même aussi, l'objet de beaucoup de gens aujourd'hui qui poussent à dire il faut faire confiance en personne, en personne, en personne, en personne, en personne. Ne rien croire. Donc, on essaye, nous, modestement, on n'y arrive peut-être pas, on y arrive peut-être, j'espère qu'on y arrive, on essaye, nous, de montrer qu'effectivement, on peut être digne de confiance dans les informations qu'on vous donne, de bien séparer ce qui est une information d'une opinion, de bien séparer une information d'une fiction, mais oui, on essaye. Et c'est vrai qu'on se heurte en permanence à cette défiance, c'est-à-dire ce manque de confiance. Moi, ce que je crois, pour répondre à votre question, madame, je pense qu'à aucun moment, aucun média ne peut vous dire « faites-moi confiance de façon aveugle ». C'est fini ça. Et d'ailleurs, vos deux camarades ont bien montré que c'était plus que fini. C'était qu'il n'y a même pas une confiance aveugle, si je puis me permettre, il y a une défiance aveugle. Je ne veux même pas le savoir, je ne te fais pas confiance. C'est-à-dire qu'on a inversé totalement le truc. Au lieu de faire une confiance aveugle, ce qui n'était sans doute pas forcément souhaitable, on nous fait une défiance aveugle aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout souhaitable non plus. Donc nous, on pousse un mot un peu compliqué, et je le mets dans le petit livre, au discernement. C'est-à-dire, moi je pense que tous les gens sont intelligents, ils sont parfaitement dans leur tête, à un moment donné, ce qu'il faut pour se demander cette simple question, est-ce que ça s'est vraiment passé ? Et c'est la question que est-ce que cette personne me dit quelque chose qui s'est vraiment passé ? Si on me dit qu'hier, la Russie a envahi l'Ukraine, est-ce que ça s'est vraiment passé ? Est-ce qu'il y a vraiment eu des morts sur le terrain ? Est-ce qu'il y a eu vraiment des gens qui sont morts, etc. C'est ça dont on parle sur l'information. Est-ce que ça se passe vraiment ? Est-ce que ça a vraiment lieu ? Et donc oui, dans le, entre guillemets, travail qu'il y a à faire, puisque vous avez tous dit, et ça me plaisait, qu'il faut un effort pour s'informer, il faut faire un effort de discernement. Mais si je peux me permettre par rapport à la défiance aveugle que vous mentionnez, cette défiance aveugle, elle veut dire que vous avez une confiance aveugle envers quelqu'un d'autre qui vous dit il faut avoir confiance en personne. Donc vous avez reporté le problème. Quand on vous dit faites preuve de discernement, ça veut dire n'ayez confiance aveugle en personne, médias ou proches ou compte internet. Faites marcher votre propre libre arbitre pour se dire est-ce que ce truc s'est vraiment passé ? Et après, je peux être d'accord avec, je peux ne pas être d'accord avec, je peux considérer que c'est grave ou je peux considérer que ça n'a aucune gravité. Ça, c'est mon opinion, c'est ma hiérarchisation des cas. Je peux considérer que c'est tout à fait normal ou je peux considérer que c'est anormal. Ça, c'est autre chose. La question de l'information, c'est est-ce que ça se passe vraiment ou est-ce que ça s'est vraiment passé ? Et malgré tout, je crois aujourd'hui, alors vous allez me dire que sans doute je plaide pour moi, je pense que pour savoir si quelque chose s'est vraiment passé, ben, il se trouve qu'il y a des gens dont c'est le métier de vous le dire. Alors ils ne sont pas parfaits. Leurs médias, de temps en temps, appartiennent effectivement à des grands chefs d'entreprise qui ont des intérêts divers et variés. C'est vrai. Mais malgré tout, il y a un métier, il y a des gens, et peut-être dans votre
Ici, il y a des gens qui rêvent d'être journalistes, j'espère en tout cas. Il y a des gens qui se sont dit, moi, mon métier, c'est pas de manipuler les gens, mon métier, c'est de dire aux gens, voilà ce qui s'est vraiment passé. Et je vais vérifier et je vais vous dire. Ou voilà ce qui se passe vraiment dans cette entreprise, ou voilà ce qui se passe vraiment aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir. Et que donc, il vaut mieux, me semble-t-il, que vous ayez une sorte de... que vous regardiez, que vous évaluiez, que vous voyez si effectivement vos sources sont dignes de confiance ou pas, plutôt que de se dire, moi je peux faire confiance en personne. Parce que je ne sais pas, pardon monsieur, comment on vit en ayant confiance en personne. Monsieur, on va il y prendre avait d'abord quelques là-bas, questions dans la salle. Il y en a une devant aussi, tout devant. C'est parce que je voulais revenir un peu en arrière, mais par exemple... Vous pouvez parler un peu plus fort. Je voulais un peu revenir en arrière, mais si on fait confiance à aucun média, mais confiance à ses proches, mais si les proches aussi doivent s'informer grâce aux médias, donc au final, ça revient au même, non? C'est ce que je vous disais sur le réseau social. C'est-à-dire sur un réseau, c'est une très bonne remarque, sur un réseau social, il faut voir la source d'origine. C'est-à-dire moi, si un de mes amis, je mets ami en guillemets, quelqu'un que je suis sur un réseau, m'envoie un message et que je vois que la source de ce message d'information, c'est un média ou des gens en qui je fais confiance, on me dit, je sais pas, tiens, regarde, Hugo Décrypte a dit ça hier, ça me semble intéressant, je vais avoir confiance, évidemment. Puisque moi, je fais plutôt confiance en Hugo Décrypte, ou je fais confiance au Monde, ou je fais confiance à plein d'autres, à Arte, évidemment, et à d'autres. Mais vous voyez, mais c'est une très bonne remarque. Monsieur en blanc, oui, depuis longtemps. Il y avait une question, là, depuis un moment. Ouais. Là-bas ou là-bas. Bon. Allez-y. Je vous en prie. Oui. En fait, c'est par rapport à... Dans la démocratie, on met beaucoup en avant les libertés, notamment la liberté de s'informer, de croire ou de ne pas croire en telle ou telle source. Mais du coup, finalement, moi, ça me fait beaucoup penser, par exemple, aux climato-sceptiques. Du coup, est-ce que ce ne serait pas aussi un frein à la démocratie ? Parce que vous avez parlé de réalité commune, mais du coup, si on ne croit pas tous à des sources qui sont pourtant vérifiées maintes et maintes fois, est-ce que ce n'est pas justement un frein ? Si, moi, je pense que le plus grand danger qui nous menace aujourd'hui, c'est le fait de ne plus avoir confiance en rien ni en personne. Je pense, mais c'est un avis personnel, et je dis ça, ce n'est pas une information, c'est une opinion. Ce que je vous dis là, c'est mon opinion personnelle, mais un peu travaillée quand même. Je pense qu'à un moment, vous apprendrez des philosophes comme Hannah Arendt ou autres, qui montrent bien qu'à un moment donné, quand on n'a plus du tout l'impression qu'on partage la même réalité, si on vous dit, bah non, il n'y a pas des gens qui sont prisonniers là, ou il ne se passe pas ça à la frontière, ou cette guerre-là existe ou elle n'existe pas. Encore une fois, ce n'est pas la même question que de dire c'est la faute de qui ou autre. Ça, c'est des analyses ou autres. Mais est-ce qu'il y a des gens en ce moment qui meurent dans cet endroit-là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en prison pour ça? Est-ce qu'à un moment donné, un pouvoir fait ça ou fait ça? Si on ne partage pas la même réalité, il n'y a pas de dialogue possible. Aucun dialogue possible. Et donc, effectivement, je pense que le plus grand danger qui nous menace aujourd'hui, c'est de ne pas partager la même réalité. Pourquoi? Parce que ça veut dire que certains pouvoirs, qui peuvent être économiques, par exemple, ou qui peuvent être politiques, ou autres, au lieu de se dire, non, non, je ne vais pas aller trop loin dans l'exercice de mon pouvoir, parce que sinon, ça va se savoir, et si ça se sait, je vais avoir des soucis lors du prochain vote. OK? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une réalité alternative. Ils vont vous dire, pas du tout. Tout se passe bien. J'exerce mon pouvoir de façon tout à fait normale. On va raconter une histoire. Aujourd'hui, il y a un livre très ancien, vous n'étiez pas né, et moi-même j'étais pas né quand il a été publié, qui s'appelle Les Marchands de doute. Et qui a bien montré à un moment donné, et ça c'est pour vous, monsieur, et la manipulation, que les journaux à l'époque, aux États-Unis notamment, commençaient à expliquer que des études médicales montraient que la cigarette était mauvaise pour la santé. D'accord ? Que la cigarette produisait des cancers du poumon et plein d'autres choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Ce qu'ont fait à l'époque les entreprises de cigarettes, ce qu'on appelle les cigarettiers,
Ils n'ont pas commencé à se dire on va essayer de limiter évidemment la consommation de tabac parce que c'est leur intérêt économique. Ils ne se sont pas dit on va essayer de faire des produits moins nocifs. Non, ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils ont publié des communiqués pour dire c'est très très bon pour la santé la cigarette. Et à chaque fois que quelqu'un disait j'ai une information là, les médecins ont fait cette étude-là et ils ont montré que sur 9 cas, je dis des chiffres, pas de mémoire, et ce n'est pas les bons, mais 9 cas de cancer du poumon sur 10 étaient dus à la cigarette, ils vous disaient partout, c'est pas vrai, et puis il n'y a pas de cancer du poumon, et puis ça n'existe pas. Et donc, comme l'a dit cet auteur à l'époque, et c'était une époque où Internet, les réseaux sociaux n'existaient pas, ils ont produit du doute, de façon à rendre impossible des politiques publiques, souhaitables ou pas, sur est-ce qu'on encourage les gens à moins fumer parce que c'est mieux pour eux, pour qu'ils n'aient pas de cancer. Et donc aujourd'hui, quand on a confiance en personne, quand on doute de tout, il y a, au lieu de voir des pouvoirs qui limitent l'exercice de leur pouvoir, ils ont tout intérêt à produire du doute. L'amiante, c'est nocif? Non, non, pas du tout. L'amiante, c'est génial, c'est formidable, etc., etc. Et vous pouvez aller jusqu'au bout comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est très important de s'informer et surtout, c'est pour ça qu'on dit que la liberté d'information, le fait que des gens qui ne sont pas parfaits, dans des endroits qui ne sont pas parfaits, puissent à un moment donné raconter ce qui se passe vraiment à tel ou tel endroit, ça permet de limiter un peu l'exercice des autres pouvoirs. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la liberté d'informer est à l'origine de toutes les autres libertés. Parce que c'est ce qui permet à un moment donné à un pouvoir de ne pas envoyer des gens en prison sans passer par le procès, parce qu'ils se disent ça va se savoir et voilà, ça va se publier à un moment ou à un autre. Alors, on parle des médias comme un quatrième pouvoir d'ailleurs, parce qu'il y a 3 autres pouvoirs, peut-être on peut expliquer un petit peu. Parce il y a que le monsieur en blanc après, oui, ça fait au moins un quart d'heure qu'il lève la main, je suis désolé, on arrive. Il y a aussi beaucoup de questions par Internet, mais juste expliquer quand même la notion de pouvoir, c'est important. Alors, moi, j'aime pas beaucoup le mot du quatrième pouvoir parce qu'en fait, ouais. C'est une traduction anglaise qui est Fourth Estate. En fait, la presse, quand on dit la presse, c'est l'information, c'est un contre-pouvoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui assure normalement l'équilibre des autres pouvoirs. Et c'est pas un hasard si quand vous avez autrefois, quand des gens faisaient des pouvoirs faisaient un coup d'État, ils prenaient la radio et la télévision. Et ils muselaient les journaux. Aujourd'hui, tout le débat, la défiance ou autre, se passe à l'intérieur des réseaux sociaux, avec effectivement des comptes, des faux comptes, des robots, parce qu'on va en parler un peu de l'IA, avec des robots qui produisent justement du doute en permanence. Tu crois avoir confiance en ça? Il ne faut pas. Tu penses ça? Ça ne s'est pas passé. Tu crois que ça, le mec est pourri, je le sais. Tu crois ça? Non, le mec est acheté. Tu crois ça? Il a fait ci, il a fait ça. Et donc on ne sait plus ce qui s'est passé en réalité. Monsieur? Oui, j'aurais 2 questions. Est-ce que vous pensez qu'un jour l'intelligence artificielle prendra notre place ou même votre place à vous? Et ma deuxième question, est-ce que vous pensez que la Palestine sera libre un jour? Alors, je ne peux évidemment pas répondre à la deuxième question parce que je suis en incapacité de savoir ce qui va se passer géopolitiquement dans cette partie du monde qui est sous une tragédie très importante. Mais je me permets de rebondir. Ce qui se passe en ce moment, quoi qu'on pense, les journalistes internationaux n'ont pas accès à Gaza. Ça a été dit ici, on avait un événement avec les gens d'Arte Reportage la semaine dernière ici. On voit bien, si vous voulez, l'intérêt quand je vous dis qu'à un moment donné, l'information, ça permet à un moment donné, peut-être, de contrôler les applications ou les exercices de pouvoir. C'est que quand on prend une décision de dire les journalistes internationaux n'ont pas accès à la bande de Gaza en ce moment, on voit bien. Ne pas être informé sur un endroit pour des pouvoirs, ça permet de se dire qu'ils peuvent exercer leur pouvoir comme ils le veulent. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que vraiment, quand dans un endroit on interdit l'entrée des journalistes, c'est vraiment pas bon signe.
Alors j'entends, monsieur, que vous me dites, ouais, ils sont tous manipulés, ils sont tous pourris, etc. Mais s'il l'était autant que ça, quand il se passe quelque chose de grave, on n'empêcherait pas aux journalistes de venir raconter ce qui se passe. Juste ce petit point-là. Sur l'autre point, sur l'intelligence artificielle, après on répondra à votre question, mais sur l'autre point sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer. Va peut-être me remplacer un jour, oui, dans mon métier. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien voir une chose, c'est que l'intelligence artificielle, si vous voulez, je ne veux pas jouer au vieux schnock, même si je le suis, mais l'Internet et les réseaux sociaux, ça nous a permis un truc qui est formidable. Mais après, c'est compliqué, c'est qu'on est tous en relation les uns avec les autres. Il n'y a plus personne pour dire quelque part je cache quelque chose à la planète entière. Il y a toujours quelqu'un pour véhiculer. Après, le problème, c'est qu'autrefois, on pouvait dire il y a tellement peu de médias qu'on peut cacher plein de choses. Aujourd'hui, on ne cache plus. Tout est là, mais il y a tellement de trucs qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Avec l'intelligence artificielle, on franchit un cap supplémentaire à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord que le nombre d'images, de sons, de textes produits, il est maintenant infini. Une IA peut vous produire, et ça a été dit ici par le directeur du Forum des images, avec n'importe quel outil, vous pouvez produire un son, une image, un texte, une vidéo, etc., etc., etc. De façon infinie. Donc, si à un moment donné, vous voulez noyer quelqu'un sous les images pour que vraiment il ne sache plus où donner de la tête, il ne sache plus en quoi croire, qui croire, etc., l'IA, c'est formidable pour ça. La deuxième chose, c'est que l'IA, aujourd'hui, ça va vous paraître, je vais vous paraître avoir 1000 ans, mais dans ma génération, la preuve, c'était une photo. On se dit, bon, il y a des gens qui écrivent des choses, mais quand on a la photo, on sait que ça s'est vraiment passé. L'image était une sorte de preuve. Aujourd'hui, évidemment, avec l'IA, rien n'est une sorte de preuve. Il faut toujours qu'on fasse preuve de discernement. Je reprends j'ai deux vidéos faites par l'IA. La première, on voit Trump qui se bat avec Madame Biden, ils se foutent des poings à l'inauguration, enfin à la réouverture de Notre-Dame. D'accord ? Donc les gens qui sont un peu informés savent qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, c'était le protocole. Évidemment, ils ne se sont jamais battus. Mais quand vous regardez la vidéo, c'est hallucinant parce que vous avez vraiment l'impression qu'elle lui fout une baffe et qu'il lui fout un poing et qu'ils se sont vraiment battus. Et si vous ne faites confiance qu'à vos yeux et pas à ce que vous avez entre les oreilles, c'est-à-dire votre cerveau, vous vous dites, bah, quand même, ils y sont allés fort. Même chose pour la vidéo d'Mbappé qui, à la sortie du vestiaire, semble dire ils sont tous des nuls dans cette équipe, heureusement que je suis là, puis Deschamps, c'est vraiment une horreur. D'accord ? Si à un moment donné, vous ne vous dites pas, mais attends, ça te paraît normal qu'Mbappé dise un truc pareil, c'est quand même bizarre, ça vient d'où ? Qui a posté ce truc-là ? Etc. Vous êtes en incapacité de savoir si ça a eu lieu ou pas. Et donc, l'IA, pour moi, si vous ne voulez pas que ça nous plonge dans le plus... Parce qu'il y a d'autres trucs formidables avec l'IA, vous devez tous l'utiliser. Qui utilise de l'IA ici ? Bah ouais. Majoritairement. Hein. Bah oui. Et justement, vos profs sont là, mais qui l'utilise dans le cadre du lycée, du collège ou des... Okay. Peut-être c'est intéressant de dire comment les journalistes, eux, ils font avec, avec l'IA, Bruno, parce qu'avec ces deepfakes, etc., comment on fait ? Donc vous utilisez tout ça déjà. Ça veut dire qu'évidemment, vous produisez tous des choses, ou vous vous aidez tous vis-à-vis de l'IA pour ça. Ça veut dire que les journalistes, aujourd'hui, eux-mêmes, ils doivent faire un travail de taré pour essayer de savoir si un truc a vraiment eu lieu. On leur donne une photo, regarde ce qui se passe ici, regarde ce qui se passe là, regarde, ils ne peuvent pas croire leurs yeux. Moi, quand j'ai commencé mon métier, quand on recevait des images animées, c'est-à-dire une vidéo ou un film sur quelque chose qui avait lieu dans un pays du monde, on se disait « Waouh, on a de l'info », on vérifiait rapidement. Aujourd'hui, il y a toutes les techniques journalistiques pour rentrer dans la machine, pour regarder quel code, comment ça a été utilisé, faire des rapprochements pour savoir si cette vidéo a vraiment eu lieu, regarder dans les historiques d'images, regarder dans les historiques d'images animées, etc., faire des analyses de son pour savoir si le truc est vrai ou faux.
Et donc l'IA, pour répondre à votre question, monsieur, ça vous donne beaucoup plus de boulot qu'avant en termes de discernement. C'est-à-dire que moi, je dis, il y a des gens qui disent l'IA va tous nous rendre bêtes. Hein. Moi, je dis l'inverse. L'IA va nous demander d'être plus intelligents qu'avant. Parce que justement, on va devoir faire ce travail en permanence pour savoir comment interpréter ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit, ce n'est pas forcément la réalité, ça peut être une fiction totale. Est-ce que tu avais toujours une question? Oui. Le micro comme ça. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est surtout pour vérifier l'information si elle est vraie ou fausse. Faut croiser moi, je croise plusieurs sources, enfin plusieurs médias, pas forcément du même pays, et surtout, je me pose la question. Ils ont quoi comme intérêt à modifier l'information? C'est quoi l'intérêt pour eux? Parce qu'il y a, je sais plus exactement, c'était mon père qui regarde l'information, ce qui se passe en Palestine, Israël, enfin dans cette région-là, et je lui avais posé une question pour j'ai oublié quel pays exactement et quel média. Comment tu sais que c'est pas faux? Et il m'a dit ils ont pas d'intérêt et ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc alors j'entends, je vais répondre. Il y a une question tout au bout là-bas, voilà. Pardon, vous fait faire du sport, parce que les marches sont hautes. Il y en a une là aussi, en attendant. D'accord, je vais répondre. Allez-y, monsieur. Mais je crois aussi qu'il existe des agences de renseignement. Il faut que vous parliez un peu plus fort. Mais en fait, je crois qu'il existe aussi des agences de renseignement, par exemple. Je crois qu'en France, par exemple, on a des correspondants qui, par exemple, pour savoir les informations dans le monde, on a des correspondants pour savoir. En fait, les agences de renseignement ont des correspondants dans les pays. Et ils racontent les histoires, donc ça peut être une source fiable. Et je crois que c'est comme ça que l'information est publiée. Ça ne s'appelle pas une agence de renseignement, mais une agence de presse, qui a effectivement des bureaux dans tous les pays du monde. Encore une fois, il faut bien que vous voyez que l'information, c'est un truc qui demande du boulot. C'est-à-dire, il y a des gens dont c'est le métier. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être journalistes plus tard? Ah bah oui, malgré tout ce qu'on a dit, bon, 3 vocations, 4. Bon. Et je vais reprendre sur ce problème de la confiance, parce que votre camarade a vraiment mis le doigt sur la question centrale, en fait. En qui avoir confiance? Est-ce qu'on peut avoir confiance, etc. On peut effectivement penser que toute personne fait quelque chose parce qu'il a un intérêt caché à le faire. Vous pouvez aller chez votre médecin à un moment donné et vous dire il n'a pas intérêt à me soigner, mais il a intérêt à proposer des produits poussés par les labos. Il y a des gens qui pensent ça. Malgré tout, si vous pensez ça, vous allez avoir du mal à être en pleine santé. Parce que qui va vous soigner? Vous allez dire ouais, moi je vais regarder sur Internet, je vais me soigner tout seul, etc. Non, je vous garantis, ça ne marche pas. Ça marche peut-être pour un rhume, mais quand on a des trucs un peu plus compliqués, ça ne marche pas. Et donc, à un moment donné, vous devez vous dire, les médecins, quand même, ils font ce métier-là parce qu'à un moment donné, ils ont souhaité ou ils veulent soigner des personnes. C'est ça. Après, j'entends, je lis parfois, effectivement, tous les médecins, de toute façon, ils sont totalement manipulés par les laboratoires parce qu'ils ont un intérêt, etc. En même temps, vous voyez bien, vous voulez être soigné, vous devez faire confiance à un médecin après. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un peu regarder le désintérêt, les intérêts croisés, mais il faut regarder. C'est la même chose pour l'information. Soit à un moment donné, vous dites « j'ai besoin d'avoir ce rapport au réel », de la même façon que j'ai besoin de me soigner, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce qui se passe autour de chez moi, ce qui se passe dans mon quartier, ce qui se passe, comment les gens pour qui j'ai voté ou pour qui j'ai pas voté se comportent, comment, etc. Soit vous ressentez ce besoin, et vous verrez qu'à mesure que vous grandissez, vous avez absolument besoin de ça. Et dans ces cas-là, il faut bien que vous choisissiez à un moment donné en qui faire confiance. Ce que monsieur vous dit, c'est on a intérêt à croiser les sources.
je vous garantis que vous avez intérêt à croiser les sources. C'est ce que je mets dans mon petit livre après, c'est-à-dire essayez de vous informer par de multiples sources. Ouais. Un réseau social aussi, ça permet de faire cohabiter de multiples sources. Donc c'est pas mal aussi, à un moment donné, que vous fassiez preuve de discernement comme ça. Il y avait une question qui rejoignait un peu ça, qui disait quand on est collégien, comment on peut vérifier qu'Arte dit effectivement des choses vraies, etc. Donc comment on va croiser les sources, comment on trouve les sources en fait, un peu. C'est un peu ça la question peut-être. Moi je crois qu'il faut... alors d'abord, si vous voulez, je pense qu'effectivement... aujourd'hui, comme je vous le disais, je pense que n'importe quel média ou influenceur, hein, que ce soit Hugo ou Gaspard, Hugo Décrypte ou Gaspard G, ça fait partie de leur boulot aujourd'hui de dire il faut que je puisse te prouver que je suis digne de confiance. Donc si tu me poses une question, si vous, l'audience, le public, vous me posez une question sur pourquoi vous avez publié cette information, ou comment ça se fait, ou est-ce que vous avez intérêt, etc., je pense qu'il faut qu'on y réponde. Quand on est collégien, ou quand on est lycéen, ou même après, moi je le fais encore, vous avez vraiment intérêt, effectivement, à avoir plusieurs sources. Et encore une fois, ne vous méprenez pas. L'important, c'est savoir est-ce que ça s'est passé, est-ce que ça ne s'est pas passé. C'est juste ça. Les opinions différentes, les avis différents, les visions, j'allais dire, philosophiques, politiques différentes, c'est très bien que ça soit différent. La réalité, est-ce qu'elle est factuelle ou pas? Monsieur? Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit sur... Alors, je ne sais pas qui me pose la question, je ne sais pas qui a le micro. Je suis là. Ah oui, il faut parler plus fort, pardon. D'accord. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que ça a ouvert beaucoup de portes. Mais est-ce que ce ne serait pas nécessaire des fois d'avoir une certaine censure quand on voit certaines personnes comme Kanye West dire je suis nazi ou j'aime Hitler ou même des chaînes de télé, je pense à CNews qui vont donner la parole à des personnes ou à des idées qui ne sont pas celles qu'on aimerait voir dans les chaînes d'information. Donc voilà ma question, est-ce qu'une censure des fois ne serait pas nécessaire Alors, il y a plein de points importants dans votre question. On va essayer de les prendre, on va prendre 2-3 minutes pour y répondre. La première des choses, parce que je pense qu'il faut y répondre de façon assez précise là aussi et assez factuelle. La première chose, c'est qu'un réseau social, ça n'est jamais juste la somme de tout ce qu'on met dessus, le miroir de tout ce qu'on met dessus. Quand les gens vous disent un réseau social, c'est entre guillemets juste ce que les gens y mettent, c'est tout, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'un réseau social, quel qu'il soit à un moment après, quand il reçoit toutes ces choses en provenance des utilisateurs, et on va revenir après sur votre question, le réseau social, il organise ce qui est proposé. Et en général, il l'organise de façon mécanique, c'est-à-dire qu'il l'organise avec un algorithme ou avec plusieurs algorithmes. Donc les algorithmes, c'est des formules mathématiques qui décident à un moment donné, qui décident quoi? Ils décident deux choses. La première chose, il décide ce qu'il va mettre en avant ou ce qu'il ne va pas mettre en avant. Un peu comme quelqu'un dans un magasin qui déciderait de mettre des choses en vitrine et qui déciderait de ne pas mettre des choses et de mettre des choses dans le bout du magasin. Vous vous imaginez bien que si moi je pose un message et si vous postez un message aussi, si le vôtre est en vitrine et que le mien est au bout du magasin, on ne va pas être vu de la même façon. C'est-à-dire que le vôtre va être beaucoup plus vu que le mien. D'accord? La deuxième chose que fait un réseau social en dehors de mettre en avant ou ne pas mettre en avant, c'est d'accélérer la circulation ou pas. C'est-à-dire que le réseau social, de temps en temps, alors même que je ne suis pas, suivre au sens de suivre, que je ne suis pas certaines personnes, va me dire tiens, je te conseille de regarder ça ou je te conseille pas de regarder ça. Donc le réseau social va accélérer des choses et va en ralentir d'autres dans leur circulation. D'accord?
Et donc on voit bien, si vous voulez, que n'importe quel réseau social aujourd'hui, quelle que soit son organisation, c'est l'algorithme qui décide à un moment donné d'accélérer et de mettre en avant, ou de ralentir et de mettre en arrière. D'où la question, l'algorithme, quel est son objectif? Alors jusqu'au moment où Elon Musk a racheté X, les algorithmes n'avaient qu'un seul objectif, essayer de faire le plus d'argent possible de façon publicitaire. Et donc, ils accélèrent et ils amplifient les messages qui sont, en fait, les messages que nous avons tous envie de voir le plus vite possible et de partager le plus vite possible. Et un message qu'on a envie de regarder le plus vite possible et de partager le plus vite possible, en général, c'est un message qui fait appel à nos émotions plutôt qu'à notre raison. Et est-ce que vous savez ici quelle est l'émotion qui nous pousse à regarder et à partager le plus vite possible? J'ai pas entendu. La dopamine. Là? La dopamine. Non, la dopamine, c'est ce que ça produit dans le cerveau. Exactement, c'est la récompense. Mais le type de message qui va produire le plus de dopamine, l'émotion qui produit le plus, c'est la colère. Donc plus un message va provoquer votre colère, je vous assure, plus un message va provoquer votre colère en disant « Putain, c'est pas, pardon, ouais, c'est dingue, c'est pas possible, non mais ouais. Je reconnais. Donc, ouais, mais c'est pas possible, c'est dingue, etc. Vous allez le partager, t'as vu ce truc-là, mais quel scandale, etc. Voilà. Si ça vous fait rire, c'est moins efficace que la colère. Si ça vous provoque de l'empathie, de la générosité, c'est bien aussi, mais c'est moins bien que la colère. Et dans la colère, la rage, c'est la meilleure des colères, entre guillemets, pour partager ça. Et donc les algorithmes, ils vont toujours pousser dans les réseaux sociaux, dont on pense qu'ils sont neutres, je les maîtrise, etc., ils poussent la plupart du temps les messages émotionnels. Pas pour des raisons idéologiques, pour des raisons juste économiques. Donc, première chose pour répondre à la question sur les réseaux sociaux, déjà, dans leur organisation, ils ont tendance à pousser certains types de messages et à décélérer d'autres types de messages. Et donc, c'est pour ça que beaucoup disent, moi je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge », que ça provoque de la polarisation. C'est-à-dire, ça nous fait justement, ça organise notre discussion collective, colère contre colère. D'accord? Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut censurer ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, qui est la question que votre camarade a posée et qui est une question que se posent beaucoup de gens? Moi, j'aime pas le mot censure, je crois à quelque chose qui s'appelle la liberté d'expression. La liberté d'expression en France, elle est notamment définie par la Déclaration des droits de l'homme, et puis elle est renforcée aussi dans une loi qui s'appelle la loi sur la liberté de la presse de 1881, et c'est une loi qui me semble très importante et qui dit en gros, en France, c'est pas la même chose aux États-Unis, qui dit en France, la liberté d'expression existe, elle est limitée par 2 ou 3 trucs que la loi limite. Alors c'est des lois postérieures à 1881, mais effectivement l'appel au meurtre n'est pas possible, l'antisémitisme est illégal, etc., etc. Le racisme est illégal. Et donc, moi je pense que les messages qui existent sur les réseaux sociaux doivent obéir à la loi comme les messages qui existent ailleurs. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de me poster dans le métro là-bas à Châtelet-Les Halles et de commencer à avoir un discours d'appel au meurtre. Il n'y a pas de raison que si je n'ai pas le droit de le faire, ce qui est bien, sur le quai du RERB, j'ai le droit de le faire sur un réseau social. Et donc, en théorie, la loi, elle s'applique au réseau social. Après, est-ce qu'il faut pour autant commencer à avoir une loi spécifique pour les gens qui ont le droit ou pas d'être sur les réseaux ? Personnellement, c'est une opinion, ce n'est pas une information. Je ne le crois pas. Je pense en revanche qu'il faut, à un moment ou un autre, atténuer ou modifier les systèmes, pas modérer, non, pas modérer, atténuer ou modifier les systèmes d'accélération des algorithmes. Là, on rentre dans la technique.
ce qu'on appelle la responsabilité algorithmique. C'est très complexe, on ne va pas en parler ici, mais de dire à un moment donné, sur un réseau social, ça serait bien qu'il y ait plusieurs principes d'organisation, que les messages les plus émotionnels ne soient pas systématiquement mis en avant. L'Europe essaye de le faire avec un truc qui s'appelle le DSA, Digital Service Act. D'autres personnes essayent de le faire. Mais je ne crois pas, non, qu'il faille avoir une régulation spécifique. Cela étant, en France, vous n'avez pas le droit, et c'est heureux, de dire dans un journal, sur un quai de RER ou dans un parc public, je suis un nazi, c'est formidable. Je dis bien, c'est une citation là que je viens de faire pour les gens qui couperaient là. Et c'est heureux que vous n'ayez pas le droit de le faire. Et il n'y a aucune raison que vous ayez le droit de le faire sur un réseau social. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors, il y a beaucoup de questions qui se sont accumulées. Oui. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'équipe d'Arte ou même les journalistes, ils utilisent l'IA pour s'aider dans leur travail, par exemple pour chercher des informations ou même réaliser un texte? Alors l'IA, vous vous souvenez quand j'ai posé la question, madame, quand j'ai posé la question à un moment donné, de dire qui d'entre vous utilise déjà l'IA au collège ou comment dire, ou au lycée, une immense majorité a levé la main pour dire nous on l'utilise déjà. Alors souvent, qui l'utilise, je vais vous répondre évidemment, qui l'utilise sans être encadré par son prof ou sa prof? Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle, en gros, dans toutes les institutions. Qui l'utilise en étant encadré par son prof ou sa prof? Oui, donc c'est pas dans ce sens-là. Donc c'est ce qu'on appelle, donc en clair pour les gens qui nous regardent, pratiquement tout le monde a levé la main en disant je l'utilise sans être encadré par ma prof ou mon prof, et personne n'a levé la main en disant, pratiquement personne n'a levé la main pour dire je l'utilise en étant encadré par mon prof ou ma prof. Et donc c'est un syndrome, enfin un syndrome. C'est quelque chose qu'on appelle le shadow IA, shadow comme ombre en anglais, c'est-à-dire on est très très nombreux à utiliser l'IA, mais sans vraiment qu'on se soit tous mis d'accord, voilà comment on va l'utiliser, voilà comment on va pas l'utiliser. En clair, on bricole avec l'IA, quoi. Si vous me posez la question sur Arte, j'ai l'impression... Et en tout cas, on en a discuté, nous, la semaine dernière encore ensemble. On se dit, il faut un moment... alors, on a ce qu'on appelle une feuille de route intelligence artificielle pour essayer justement d'éviter le fait que chaque journaliste ou chaque personne qui travaille sur les programmes bricole dans son coin avec l'IA, avec ses solutions. C'est-à-dire, moi, je crois que l'IA, c'est formidable, par exemple, pour essayer... alors, vous avez peut-être entendu parler dans le journalisme de ce qu'on appelle les leaks. Hein, quand vous avez Wikileaks, les Panama Papers, etc. Des leaks aujourd'hui, ça s'apparente à quoi ou ça ressemble à quoi? Vous avez d'énormes quantités de fichiers qui vous sont donnés. C'est des fuites, en clair, sur voilà ce qui se passe à la NSA, voilà ce qui se passe. Et évidemment, si un journaliste ou une journaliste commence à dire « je vais aller regarder ce qu'il y a dans les fichiers », il en a pour 3 ans de sa vie. Et donc, utiliser l'IA pour vous permettre à un moment donné de commencer à regarder ce qu'il y a dedans est très intéressant. De la même façon, utiliser l'IA pour scanner un grand nombre de documents, pour aller voir un très, très grand nombre de sources, est intéressant. Donc oui, je sais que ça commence à se faire. Ce qu'on voudrait, c'est que ça se fasse de façon un peu homogène dans la rédaction, et toujours sous le contrôle de l'humain. C'est-à-dire jamais, jamais, jamais de contenu produit par l'IA tout court, jamais laisser l'IA toute seule ou tout seul. L'IA n'est qu'un outil au service des professionnels. Et n'est pas un outil qui remplace le professionnel. Donc c'est un outil qui permet aux professionnels de faire peut-être plus de choses dans un certain nombre de tâches à un moment donné, et non pas le remplacer sur un certain nombre de tâches. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'il y en a beaucoup par Internet, sinon. Oui, exactement, on va en prendre. Avec cette question, justement, qui revenait un peu au titre de notre échange, qui était justement à quoi bon s'informer si on ne peut rien changer? Ou sous-entendu, j'imagine aussi que ça parle un peu de à quoi bon suivre l'information si on n'est pas acteur de tout ça. Alors, qui pense qu'on ne peut plus rien changer à quoi que ce soit? Heureusement, vous êtes peu. Oui. Moi, je pense que, justement, ne pas s'informer, c'est la meilleure chance de ne rien changer. Parce que si vous n'avez pas de rapport à ce qui se passe vraiment, vous ne pouvez pas changer ce qui se passe.
Si vous ne savez même pas que ça se passe, comment vous allez le changer? Donc moi, c'est l'inverse. C'est pas de dire à quoi bon s'informer si on ne peut rien changer. J'aurais tendance à vous dire, si on veut changer le monde, et j'espère que vous voulez tous changer le monde, faire un meilleur boulot que ma génération, même si nous aussi, on a voulu changer le monde. Toutes les générations veulent changer le monde et c'est heureux. On ne peut pas changer la réalité sans avoir une fenêtre ouverte sur la réalité. Et donc, si vous voulez changer le monde, il faut que vous connaissiez ce qu'est le monde. Et donc, vouloir le changer. Alors après, je suis bien d'accord. De temps en temps, on se dit c'est tellement complexe. Je pense que ça vient de ça aussi. Où il y a tellement de trucs qui se passent que on a ce sentiment, un sentiment qu'aujourd'hui on dit un mot, qui est la fatigue informationnelle. Et je vais vous poser la question, qui de temps en temps en a ras-le-bol de tout ce qui se passe dans le monde et vraiment aimerait couper? Vous êtes quand même assez nombreux. Je pense que vous êtes une petite majorité, mais une petite majorité quand même. Vous savez, c'est pas surprenant parce que quand on pose la question aux Français, ils sont plus de 50% à dire de temps en temps vraiment, on aimerait couper parce que franchement, c'est trop. C'est trop, partout, vraiment, on énumère, il se passe beaucoup trop de trucs. Et je suis d'accord, ça fait partie d'ailleurs des défis des gens qui travaillent dans les médias d'information, et on se pose souvent cette question au sein des équipes d'Arte. On se dit quand même, il faut faire attention de ne pas submerger les gens par trop d'informations, trop rapidement, parce qu'à un moment donné, vous ne savez plus où donner de la tête, quoi. Et au lieu de leur donner, entre guillemets, les armes pour changer le monde, on les décourage. Et en plus, comme les réseaux font circuler, augmentent, amplifient, etc., on a l'impression que vraiment, on est en permanence soumis à une sorte de déluge de trucs sur lesquels on n'a pas prise. Mais je l'entends. On revient au discernement. Oui, moi, j'encourage les gens à s'informer pas tout le temps, toute la journée. Aucun de nous ne peut s'informer tout le temps, toute la journée sans devenir un peu fou. Mais se dire, ben voilà, chaque jour, je passe 20 minutes, 25 minutes à m'informer. J'ai une session d'information, 30 minutes, 40 minutes sur tout, mais voilà. À petite dose. À une dose régulière. Je sais que je n'ai pas prise sur tout. Je sais que sans doute, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, j'y peux pas grand-chose. Mais en même temps, si j'ai envie que ça ne se passe pas en France, peut-être que finalement, c'est important que je sache ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe là-bas, peut-être que j'y peux pas grand-chose, mais peut-être qu'à un moment donné, quand même, la mobilisation aidera à faire en sorte que. Et donc, si vous voulez changer le monde, je pense qu'il faut s'informer, que c'est la première étape pour commencer à changer le réel, c'est de le connaître. Il y a une question, madame, là-bas. Je vois pas tout le monde. Et puis après, là-bas. OK. Ensuite, là-bas. On fait les deux. Donc justement, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut parler plus fort, je suis désolé, parce que pardon, le retour est... devant le micro. Ok. Comme vous avez dit tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous avez dit. S'informer, en fait, c'est de nos jours de plus en plus difficile. Donc, malgré, en fait, justement, une accélération, en fait, du flux d'informations. Et donc, justement, c'est un petit peu paradoxal. Et donc, en fait, les jeunes, ils ne sont jamais aussi rarement informés de l'actualité ou de la politique. Et donc, justement, selon vous, à quoi cela est dû et comment est-ce que vous tenteriez, en tant que l'un des médias les plus importants du pays, de remédier en fait à cela? Voilà. Moi, je pense, si vous voulez, et après on pose la question là-bas, je pense par rapport à ce que vous dites que quand je dis que c'est de plus en plus difficile, c'est qu'avant, pour s'informer, il fallait juste trouver l'accès. C'est-à-dire, en gros, si je ne veux pas tout ramener à moi, mais ma génération, c'était trouver un journal, allumer la télé sur le journal télévisé ou allumer la radio le matin. Donc en fait, pour s'informer, il fallait juste trouver l'accès aux médias d'information. On n'était pas en permanence noyé sous les messages, les posts, etc. Et encore une fois, je ne trouve pas du tout que ça soit une mauvaise chose. Les réseaux sociaux, sur plein de trucs, c'est formidable. Mais je dis juste que c'est pas, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile qu'avant d'avoir accès à des messages d'information,
Mais comme les messages d'information sont mélangés à plein d'autres trucs, c'est beaucoup plus difficile de savoir quel est un message d'information de ce qui n'est pas un message d'information. Et c'est ça qui a changé en fait. C'est qu'avant, l'effort, il fallait le faire pour avoir accès, dire à ses parents, est-ce que tu peux me passer le journal, ou essayer d'écouter la radio, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est l'effort, c'est trier. Donc faire preuve de discernement. Voilà. Et après, comme je vous l'ai dit, c'est ça la difficulté aujourd'hui. Et donc nous, ce qu'on essaye de dire, d'abord c'est d'être présent effectivement sur l'ensemble des réseaux, l'ensemble des plateformes, et d'essayer de dire, voilà, nous, on vous met en avant quelques faits, on essaye d'être digne de confiance, n'ayez pas confiance aveugle en nous, n'ayez confiance aveugle en personne. Faites preuve de discernement, et on essaye d'expliquer nos méthodologies. Il y avait une question là-haut. Il reste quelques minutes avant la fin de notre peut-être échange. la dernière question, Oui. allez-y. Du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi l'IA ça a été créé et aussi pourquoi on l'enlève pas si on a peur de l'IA. Pourquoi on supprime pas l'IA? L'IA, en fait, l'IA, si vous voulez, c'est une super question, mais il faudrait 3 heures pour y répondre. Donc, rapidement dit. D'abord, l'histoire, ça vous avez appris ça, depuis que Homo sapiens existe, il crée des instruments pour lui permettre de faire des choses à sa place ou faire des choses plus fortes. Un marteau, ça permet d'avoir plus de force que mon poing si je tape sur un clou. Si je tape sur un clou, en plus, je risque de me faire très très mal. Mais vous voyez, donc on a créé des outils au début pour, j'allais dire, augmenter notre capacité à faire un certain nombre de choses. Et puis ensuite, créer des outils pour nous transporter. Et puis ensuite, on a créé des outils pour gérer notre mémoire, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, vous n'avez pas besoin de vous les rappeler. Moi, je n'ai pas besoin de me les rappeler, et c'est fait à ma place. Et donc, l'espèce humaine, elle ne cesse naturellement de créer des instruments, des outils pour soit faire des choses à sa place quand c'est répétitif, soit augmenter sa capacité physique ou sa capacité en termes de mémoire. Voilà. Et donc, il n'était pas illogique qu'à un moment donné, l'espèce humaine crée un outil pour augmenter une partie, j'allais dire, de sa réflexion. C'est peut-être un grand mot, mais d'un certain nombre de ses fonctions qui peuvent être l'écriture, la recherche ou autre. Et c'est d'une certaine façon un chemin que notre espèce prend depuis 400 000 ans. Et ça ne s'arrête pas. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. La deuxième, et quand les innovations technologiques ont lieu, on ne peut pas remettre le génie dans la bouteille. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les encadrer à un moment donné. Mais on ne peut pas dire ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu. La deuxième chose, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus, c'est que depuis que l'informatique existe, et je n'ai pas dit Internet, l'informatique, petit à petit, on s'aperçoit qu'on utilise beaucoup d'instruments qui sont basés sur le calcul, les mathématiques. Et l'IA, puisqu'on parle de l'IA là, je pense qu'on parle surtout des IA, ce qu'on appelle génératives. En fait, vous allez apprendre, ou vous avez déjà appris, que c'est juste des outils statistiques. En fait, c'est-à-dire qu'une IA, c'est assez bête, ça ne connaît pas les phrases, ça ne réfléchit pas, en tout cas pas pour l'instant. L'IA, ça produit des phrases par statistique. Et ce qui est fou, c'est que ces phrases produites par statistique ont un sens. De la même façon que quand un algorithme vous propose un produit sur Amazon ou ailleurs, ou quand Spotify vous met en avant une musique que vous ne connaissez pas, il le fait sur la base d'un calcul. Il n'a pas discuté avec vous de vos goûts musicaux, Spotify, il a regardé ce que vous avez fait dans les données, vos données comportementales, votre historique, il a croisé ça avec de la statistique et il vous propose, et souvent ça tombe juste. Eh bien, c'est la même chose avec les IA génératives, c'est une production statistique qui fait que la phrase qu'on vous donne a du sens. Mais pour l'outil, elle n'a aucun sens. Pour l'outil, c'est une réflexion statistique. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible à un moment donné de contrôler les IA dans leurs effets? Je pense qu'on est au moment où effectivement tout le monde utilise l'IA ici. On va tous l'utiliser. Donc on est dans le moment où ça tâtonne et on va devoir avoir petit à petit des règles du jeu comme pour tout outil. Voilà. Mais supprimer l'IA, non, je crois que vous allez vivre avec.
Et ce qu'on va essayer de faire tous ensemble, c'est que vous viviez avec en la contrôlant et pas inversement, sans être contrôlé par elle. Exactement. Il y avait une question sur vous, Bruno, qui est la dernière, exactement. Où le collège Jean Lursa pose la question, avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre métier, peut-être, de manière succincte? Oh ben oui, bien sûr qu'on a des problèmes à cause de notre métier. On a des problèmes qui sont d'ailleurs, et peut-être en réponse au jeune homme là-bas, on a des problèmes tous ensemble dans ce métier qui sont paradoxaux. Parce qu'on a à la fois ceux qui ne veulent pas qu'on exerce notre métier, parce qu'ils ont des choses à cacher, et ceux qui ne nous font pas confiance parce qu'ils pensent qu'on cache des choses. Donc on a en général ces deux problèmes-là. Voilà. Et donc le tout, c'est de naviguer en disant aux gens qui nous font pas confiance, qui nous attaquent en permanence, bah, vous savez, on va essayer d'être digne de votre confiance, et aux gens qui ne veulent pas qu'on exerce notre métier, on va l'exercer quand même, malgré les pressions. D'accord, merci beaucoup. Donc on a bien compris que bien s'informer, c'est plus que jamais important et c'est même un contre-pouvoir très décisif dans nos sociétés. C'est surtout votre contre-pouvoir. Exactement. Merci à vous et merci pour toutes vos questions. Merci.